juste directement et allez, on y va. D'accord. Voilà, on est le vendredi, telle date même, 15 novembre 2024. Et avec l'émission Parlons Climat, nous avons le plaisir euh, de vous présenter Madou Diarra du Mali, donc de l'association CARET, que j'espère que ça deviendra l'ONG CARET sous peu. Et Oui. peut-être que, Madou, vous allez nous parler un peu de votre profil. Je sais que vous avez un background vraiment de journaliste, donc surtout avec la radio communautaire, donc votre expérience par rapport à ça. Avant maintenant de venir sur la question environnementale et votre travail au niveau de Kita et de Tamba. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie et je salue tous ceux qui sont qui suivent l'émission en direct ou la diffusion. Vraiment merci pour m'inviter à participer à cette émission. Oui, je suis Mohamedou Diarra, président de l'association CARET, Centre d'animation et de recherche et de développement. Je suis journaliste. Bon, aujourd'hui, je n'exerce pas directement cette fonction de journaliste, mais j'ai fait 22 ans dans la presse, surtout la presse audio, les radios communautaires. Donc, j'ai été coordinateur de 10 radios communautaires au Mali. Et de 97 jusqu'en 2019, j'étais à la radio, chargé d'élaboration des programmes d'édition, de formation, de gestion des radios, après avoir animé beaucoup d'éditions sur la politique, sur l'environnement, sur beaucoup de sujets qu'on avait en son temps. Et participer aussi à des activités politiques comme la création d'un pôle de gauche révolutionnaire au Mali, élargi à la sous pendant des années, bien sûr avec l'accompagnement de la Fondation Eva Luxembourg. Et nous avons fait ce travail de 2008 jusqu'à 2015. Et à partir de 2017, j'ai décidé de créer mon organisation, l'association CARET, Centre d'animation et de recherche et de développement, pour s'occuper de beaucoup d'aspects que la radio ne prend pas directement en compte. Donc, j'ai décidé d'évoluer dans ce que c'est une nouvelle expérience pour moi, travailler sur le terrain avec les communautés aussi. C'est vrai qu'au niveau de la radio, on travaille avec les communautés, mais c'est encore plus direct. C'est pas la même approche avec la radio. Donc, j'ai vraiment aimé ce travail. Et là, je suis aujourd'hui engagé contre la déforestation, le changement, comment on peut donner des informations au niveau du changement climatique, la formation des communautés, leur accompagnement à travers des actions que eux-mêmes mènent sur le terrain. Voilà un peu ce que je compte faire pour les années à venir. Et me concentrer vraiment sur l'activité de l'ONG. Ouais. Merci beaucoup. Une question, en tout cas, c'est que pourquoi pas bien les deux en fait, c'est-à-dire faire la radio, une radio environnementale, parce que c'est quand même très rare de voir ça. C'est intéressant, on est en train d'imaginer qu'avec le contexte c'est un peu compliqué aujourd'hui, c'est vrai, il faut le lire parce que l'impact de la radio communautaire, c'est là pourquoi, en termes de mobilisation, de sensibilisation. La radio communautaire reste aujourd'hui l'outil le plus important pour toucher le maximum de gens, quoi. Aujourd'hui, on est avec les numériques. Bon, d'accord, mais les gens peuvent écouter la radio maintenant sur les téléphones partout. Donc, à mon avis, la radio reste toujours ce outil très important pour la sensibilisation. Et j'y pense effectivement. Bon, on est en train de travailler pour avoir une radio environnementale qui va s'occuper des aspects plus spécifiques au niveau de l'environnement. Et en même temps, l'expérience que j'ai eue en matière de radio, c'est d'aller vers la communauté, les aider à organiser. La radio
facilite beaucoup cela. Parce qu'on peut facilement mettre les auditeurs ensemble et donner un contenu à l'organisation, les orienter vers les messages que nous passons au niveau de la radio. Donc la radio peut vraiment contribuer à ça et on est en train de penser, pas penser, mais déjà on est dans les activités, l'élaboration des documents pour être en règle vis-à-vis de la réglementation. Donc, c'est une organisation qui gère ça et qui nous lance des appels. On est prêt à faire une radio communautaire parce qu'on ne peut pas laisser toutes ces expériences-là aller dans Bien sûr. Ouais. Comme on dit, peut-être chaque chose a son temps, mais ça serait très bien. Voilà. Okay. Donc, bon, on va parler de l'environnement et surtout sur le changement climatique. Je sais que vous êtes engagé dans la commune de Kita. Et quels sont les impacts du changement climatique dans cette commune? Les impacts, il y a beaucoup de problèmes parce qu'au départ, les gens ne comprenaient pas un peu ce changement climatique parce qu'on entendait toujours changement climatique, mais la réalité, c'est qu'on ne comprenait pas beaucoup. Mais on a vu aujourd'hui, par exemple, la rareté de l'eau dans le pays. C'est-à-dire que les puits à 10-15 mètres, il faut avoir l'eau. Aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 30 mètres pour avoir l'eau. C'est vrai qu'il y a des organisations qui ont installé des forages un peu partout. Mais le maraîchage, qui était une des activités principales aussi des femmes, on n'arrive pas à le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a également la question de la déforestation. C'est-à-dire que là aussi, ça a constitué les activités de la communauté et la santé surtout, quoi, les questions de maladies respiratoires, bon, et puis la chute de la production agricole. Donc voilà quelques éléments que nous avons quand même remarqués. Et puis, les communautés vivent chaque fois de cette difficulté. Bon, l'utilisation des produits chimiques également, qui en fait gênent beaucoup au point de vue santé, quoi. Ah, super. Les inondations de cette année ont également été des éléments qu'on peut aussi ajouter à des impacts. Bien sûr. Et votre association donc s'est engagée à œuvrer dans ce sens, dans la sensibilisation et aussi à peut-être valoriser le potentiel qui est déjà là. Je pense par exemple aux communautés forestières. Quelle est votre approche par rapport à ça? Bon, nous, nous avons estimé qu'il faut travailler avec les dosos. Bon, il y a certains qui disent chasseurs. Bon, mais quand tu regardes un peu le mot doso, ça ne peut pas être ramené à la chasse, quoi. Parce que c'est toute un autre aspect de la culture indienne, le mandingue de façon générale, où les dosos sont considérés comme les grands protecteurs de la forêt, des observateurs au niveau de la forêt. Et c'est une organisation qui est hiérarchisée au niveau de la tradition, où on ne devient pas doso qui le veut, quoi. Donc il y a des initiations, il y a toute une étape à faire pour soit doso. On peut être doso et ne pas être un chasseur. Mais le doso, il est considéré comme quelqu'un qui est là, qui protège la forêt, qui protège la population, qui plante les gens au point de vue santé, les arbres, l'importance des arbres, tout ce qui se passe dans la forêt, ils sont au courant. Ils savent dans tel ou tel endroit où on peut passer. Ils savent aussi comment constituer les choses. Dire, bon, il y a des choses qui commencent à disparaître, l'écosystème, les gibiers, voilà. En fait, dans la tradition, on dit qu'ils vont maîtriser de la forêt, quoi. Dans la maîtrise de la forêt. Bon, mais avec la modernisation, on a tendance à oublier le rôle des chasseurs dans la communauté, quoi. C'est vrai qu'ils sont organisés au niveau du Mali avec la fédération,
Mais l'aspect traditionnel, culturel, on a tendance à l'oublier. Alors qu'ils sont écoutés et ils sont représentés dans tous les villages et ils travaillent avec les, disons, certains pensent que il y a des communautés qui sont pour pouvoir, qui s'occupent des bois sacrés. Et ces gens-là aussi travaillent étroitement avec les dossiers. Quand un dossier te dit qu'il ne faut pas aller dans telle ou telle chose, les gens respectent beaucoup cela. Bon, ils peuvent dire tel arbre va disparaître pour la protéger. Donc même les espèces qui sont en voie de disparition, il faut conseiller les populations et la technique qu'il faut pour pouvoir protéger la forêt. Donc nous, nous avons pensé qu'ils sont très importants dans la protection. Bon, c'est l'évolution même des espèces au niveau de la forêt. Donc, on travaille aussi avec les jeunes voilà. et les femmes. Super. Ouais. Ça veut dire donc c'est des protecteurs de l'environnement qu'il faut connaître, qu'il faut approcher, à qui s'approcher et essayer de, voilà, de travailler avec eux. Bon, pour une... Ouais, notre objectif, c'est de revenir sur ces connaissances locales-là, aider les gens à comprendre cela, parce que c'est culturel, donc ça nous permet, c'est facile quoi, d'appliquer ça que d'amener une autre approche qui n'est pas de la pratique quotidienne des communautés. Donc, ça pourrait vraiment aider beaucoup dans la protection de la forêt. D'accord. Mais j'ai vu aussi que dans votre travail, vous mettez le focus aussi sur la femme, hein, en fait, la femme qui est victime du changement climatique à travers le manque d'eau qui a des répercussions au niveau du maraîchage et autres. Quelles sont les activités que vous menez avec les femmes? Bon, c'est pour cette raison que nous avons choisi la transformation des produits forestiers non ligneux. La transformation de ces produits forestiers non ligneux peut être une alternative à la protection de la forêt. Et si ces femmes-là travaillent évidemment avec les roseaux, donc on protège les arbres et on a la possibilité d'avoir les produits pour les transformer en aliments. Parce qu'il y a des produits qui peuvent être consommés en famille, qui peuvent nous aider même à se soigner. Donc, ça peut aider, mais en plus du maraîchage, puisque c'est difficile de développer le maraîchage parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Mais si on protège les arbres et que les oiseaux aussi viennent en appui, bon, on se dit seulement les arbres et que la forêt est bien protégée. Bon, la cuisson de l'eau aussi peut être réglée. En attendant, que la transformation des produits forestiers est une alternative à la protection de la forêt. Super, oui. Donc, parce que là, c'est une couche sociale qui est vraiment défavorisée par rapport à ça. Oui. Et peut-être vous pouvez faire un parallèle, bon, avant de clore avec la communauté des chasseurs, avec les Bassaris, par exemple, qu'on a eu à visiter tout récemment. Est-ce que vous pouvez tirer un lien entre les Bassaris et les chasseurs? Bon, voilà, s'il y a un aspect que j'ai aimé de mon voyage, c'est la visite à la communauté Bassari. J'ai été très émerveillé depuis Kédougou déjà, j'ai commencé à envoyer les images à des amis au Mali ici pour faire le lien et puis comprendre. Parce que j'ai vu que j'ai pas vu une trop grande différence entre les Bassari et les deux autres de chez nous. Mais sauf qu'ils n'ont pas la même méthode de protéger la forêt. Et l'objectif, c'est vraiment la même chose. Donc, les Bassari, c'est extraordinaire, quoi, en regardant tout le travail qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi il faut, c'est pas dans les politiques nationales, essayer de voir comment on peut vraiment intégrer cela. Donc, les forêts communautaires, ce que j'ai vu chez les Bassari m'a vraiment impressionné et m'a donné beaucoup d'idées par rapport même à la protection de la forêt. Il n'y a pas une très grande différence entre les Bassari dans la pratique et les deux autres qui font au Mali. Quoi. Il y a aussi une communauté, une ethnie. J'ai pris contact avec les responsables de Bassari. Je suis resté en contact avec eux. C'est un des résultats que j'ai aujourd'hui.
et C'est ça. pour voir comment eux aussi ils peuvent faire la comparaison entre ce qu'on est en train de faire ici et ce qu'ils font. Donc, je garde le contact avec les responsables là. Et je n'étais pas dépaysé, quoi. Mhm. Je n'étais pas dépaysé. Mais il y a le résultat qu'on a vu là-bas. Bon, en tout cas, dans ma zone là, ça m'existe, par exemple. C'est-à-dire que les forêts, la façon dont ils ont réussi à protéger leurs forêts et avoir tous ces arbres. J'ai vu des espèces qui sont pratiquement disparues ici, que j'ai vu là-bas. Donc, cette communauté Bassari doit être accompagnée. Un exemple, quoi, pour moi. Ils sont bien organisés et la discipline est là. Bon, avec ça, ça peut vraiment on peut trouver des résultats comme ça. J'étais très content en voyant ça, quoi. Mhm. Très bien. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être un autre aspect de votre parcours, c'est l'engagement politique. Et je sais que vous défendez très Ouais. souvent qu'il doit y avoir un lien entre l'engagement pour l'environnement, mais aussi que les décisions ne peuvent pas être changées quand il n'y a pas un engagement politique. Voilà. Comment voyez-vous ce lien, cette transition qui doit se faire entre ces deux formes d'engagement? Bon, c'est compliqué pour ceux qui viennent avec une organisation comme la mienne pour le moment. Un peu difficile, mais avec l'engagement militant, hein, parce que j'ai dit, ceux qui vont créer ces organisations doivent avoir un engagement et on peut faire le lien, c'est de travailler à mobiliser la communauté pour qu'on soit représenté dans les centres de décision et influencer les politiques publiques. Donc, ça ne peut pas faire sans qu'on ne s'inscrit pas en tant qu'organisation de la société civile dans ce combat politique. Et beaucoup de gens pensent que la société civile, bon, moi, c'est mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas de société civile neutre. On a un objectif, une représentation, donc il faut se battre pour l'atteinte de ces objectifs. Le lien qu'on peut faire, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, on s'engage dans cette lutte politique et pas que parce que je suis une organisation aujourd'hui, je décide d'être maire ou député. Mais il faut trouver une stratégie, enfin, la stratégie la meilleure pour pouvoir, les meilleures approches pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc le lien politique qu'on peut avoir, c'est l'engagement individuel de tous les acteurs de la société civile. C'est-à-dire de s'engager et être là au moment opportun pour changer les choses. Donc, on ne peut pas passer tout le temps à sensibiliser, à former les gens et se dire, bon, on va informer les maires, les députés, le président de la République et ça s'arrête là. Donc, s'il n'y a pas cet engagement politique réel sur le terrain, on ne pourrait pas changer la volonté politique des décideurs, quoi. Donc, nous-mêmes, on doit chercher à être décideurs. Pour ça, il doit travailler avec la communauté. Que cette communauté sache que ce soit nous-mêmes ou bien des leaders de cette communauté qui viennent sur la scène politique pour défendre le combat qu'on est en train de mener. Si on n'a pas des représentants au sein de la communauté qui portent le combat, bon, on va beaucoup travailler, mais je ne suis pas sûr que les recommandations, tout ce travail qu'on est en train de faire va intéresser le produit. Parce qu'on a en face des gens qui n'ont pas intérêt à ce que nous, qui n'ont pas intérêt à ça. Donc, l'application ou bien des pratiques que nous voulons qu'on fasse, et ils n'ont pas intérêt à ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir des sociétés d'exploitation forestière, il faut avoir des usines, tout ça, c'est des problèmes. Donc, il faut former les communautés, les représentants qui sont au niveau de la communauté, et eux-mêmes, ils prennent leur combat en main. Et nous, on va les accompagner, et s'il le faut, porter le combat politique. Mhm. Peut-être une dernière question, c'est peut-on s'attendre à une climate school au niveau du Mali? Bon, c'est mon souhait parce que je ne sais pas comment je vais faire, mais que je vois la communauté Passari au Mali ici pour qu'ils voient un peu comment ça se passe aussi au Mali. Ça serait une excellente idée.
Maintenant, qui va, selon les thèmes, on va l'adapter à la réalité de notre pays. Bon, moi, c'est mon vœu, quoi. C'est mon vœu. Je souhaite vraiment qu'on organise Clinic School au Mali, pas seulement au Mali, mais les pays que vous avez invités comme la Guinée, la Gambie. Nous souhaiterons que la Fondation puisse avoir les moyens nécessaires dans les jours à venir pour organiser des activités, disons même sous-régionales, parce que maintenant, il y avait la Guinée, la Gambie, le Mali, à Kédougou. Bon, et ça fait 4 ans, je crois, qu'il y a. Bon, si on peut essayer d'organiser le Climat School dans un de ces pays, moi je souhaiterais que ce soit le Mali, mais c'est quand même intéressant de le faire pour que les Sénégalais aussi sachent ce qui se passe dans les pays voisins en matière de lutte contre la déforestation. Ouais. En tout cas, Mamadou Diarra, merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'on a quand même eu à parler un peu de l'essentiel. Donc, si vous avez un dernier message, peut-être. Oui. Donc, Bon, mon dernier message est politique. Je trouve que tout ce qu'on est en train de faire, la réalité, c'est le pouvoir, quoi. Si on n'a pas le pouvoir d'État, l'appareil d'État pour agir, bon, ça va être très difficile. Donc, il faut que nous, acteurs de la société civile, on comprenne qu'il ne faut pas qu'on accepte cette façon de dire que la société civile ne doit pas faire de la politique, donc on n'est pas politique. Non, nous, on n'est pas politique. Et il y a ceux qui sont en train de nous gérer, font la politique, ils décident. Mais on va passer tout le temps à crier, ils ne vont pas nous écouter. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'organise pour prendre le pouvoir. C'est tout sur la question du mouvement. C'est-à-dire que tout le programme politique là, on va les proposer, ils ne vont pas intégrer ça dans le projet de société. Donc, c'est à nous de se battre, s'organiser pour. On a les moyens aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Quand vous avez les hommes, tout est possible. Bon, moi j'ai espoir à ça et je pense que c'est la solution définitive. Prendre le pouvoir et prendre des décisions pour que ce fléau-là puisse être vraiment efficacement, la lutte peut être vraiment efficace dans la lutte contre ce fléau. Vraiment, je remercie Cham vraiment pour cette initiative parce que ça permet nous aussi de nous informer, d'apprendre aussi beaucoup de choses parce que j'ai écouté l'émission avec l'île Maurice, le représentant de l'île Maurice. Donc, des choses comme ça, même nous permettent de mettre ensemble et avoir une même vision. Encore une fois, je remercie tout le monde, tous. En bon Bambara, Aouniché, et puis je présente toutes mes excuses parce qu'on ne sait jamais si on a blessé quelqu'un en parlant. En bon Bambara, et voilà. En tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. À la prochaine. Merci, Madou. À bientôt.